Merci à tous d'être venus à ce territoire sur le sport dans les villages. C'est une thématique qu'on avait à cœur d'aborder ici au CIE, parce que l'imagination de l'équipement adapté à notre territoire, c'est aussi prendre en compte les spécificités de notre territoire. Et les villages, justement, c'est des spécificités, des environnements qui sont bien particuliers et dont les équipements doivent être adaptés à cet environnement-là. Selon l'UFOLEP, qui est la première fédération sportive multisport de France, les ruraux pratiquent moins d'activités que les urbains, 60% contre 67% pour les urbains. Et cette disparité se retrouve également dans les autres pratiques culturelles, telles que la fréquentation des bibliothèques, musées. Alors ça s'explique en partie par l'accès limité aux équipements et des problèmes de mobilité, accentués par l'augmentation du coût de l'essence. Et les territoires ruraux, même s'ils disposent de 27% d'installations sportives sur le total français, 85% des communes de moins de 100 habitants n'ont pas d'équipement sportif. De plus, les motivations des pratiquants quant à ces pratiques sportives, elles sont différentes des urbains. Là où les urbains vont plutôt chercher l'entretien physique et l'apparence, le rural va plutôt aller vers le contact avec la nature et les rencontres sociales. Il y a une étude qui s'appelle Le sport dans la ville en 2021 qui montre que les 42% des ruraux sont insatisfaits des politiques sportives de leur commune, contre 59% des urbains, et 60% jugent que leurs équipements sont vieillissants. Et parmi les attentes, on va avoir des équipements tels que des piscines, des sentiers de randonnée ou des pistes cyclables. Donc tout ça reste des leviers de développement local et de reconnexion sociale entre les habitants. Et donc c'est un rôle qui va être majeur tant sur le développement social, économique que sanitaire, parce que c'est vrai que le sport, ça a une vraie utilité de santé publique, donc c'est tout aussi important de ce point de vue-là. Et donc cet atelier, ce sera l'occasion d'explorer ces thématiques, avec un focus particulier sur les pratiques ludo-sportives dans le milieu rural. Et donc à travers des retours d'expérience et des études de cas, on va pouvoir parler concrètement de ces applications dans les communes. Et donc pour nourrir notre réflexion de ce matin, nous accueillons Céline Doudier-Malgour, qui est socio-urbaniste à l'agence de l'usage des lieux à Toulouse, Aurélie Corbineau, qui est urbaniste et consultante en processus participatif et dialogue territorial, sur Toulouse aussi, et Mariam Bouadem, qui est paysagiste du CIE, et qui présentera du coup l'aménagement d'un espace de loisirs autour d'une salle polyvalente à Saint-Marcel-de-Carré. Voilà, je vous laisse la parole, du coup, Céline. Oui. Oui, ça va. Bonjour, donc moi, il faut me poser comme ça. Donc moi, je suis en effet socio-urbaniste à l'usage des lieux à Toulouse. L'usage des lieux, c'est une agence qui essaye de travailler une approche socio-urbaine du projet et des territoires en essayant de croiser la dimension sociale, la dimension humaine et la dimension spatiale et urbaine. On travaille à partir d'enquêtes de terrain, à partir d'analyse des usages et puis un travail de mobilisation des acteurs, habitants, mais aussi services, opérateurs locaux, etc., pour faire projet, des plans guides, des plans d'action, etc. Donc je ne suis pas une spécialiste du sport, mais par contre, dans toutes ces activités, on a quand même un regard sur les usages des espaces publics en milieu urbain, mais en milieu périurbain et en milieu de nature et rural aussi, qui quand même se recoupent. Et par rapport à cette question posée d'une commune active, etc., des pratiques sportives, ludosportives, récréatives, on avait convenu que je faisais un petit propos un peu introductif sur les usages, sur leurs évolutions, en termes de pratiques, en termes d'attentes, et comment ça interroge une politique locale qui veut développer justement cette ambition d'une commune active et d'accueillir le sport. Donc je vais vous faire un petit... Ah non, c'est pas ça, ça c'est mon petit. C'est là, c'est ça? Donc d'abord, parler un peu de l'évolution des usages et insister sur la question de la diversification des pratiques et des demandes, ensuite revenir sur les usages sportifs et puis poser quelques questions.
Non, il y a un temps de... Ah, il y a un temps de latence. Il y a un temps de latence. Il faut parler en continu. Arrêtez de parler. Voilà, c'est ça. Je vais jamais arrêter de parler. Donc voilà, la première chose que je voulais dire, et qui est un peu un retour de toutes ces enquêtes de terrain, etc., et qui se recoupent dans la littérature, c'est que les usages sociaux, les pratiques évoluent, et ce qu'on voit, c'est vraiment cette diversification des pratiques et des attentes, c'est cette pluralité, et je vais parler mais rapidement sur les usages des espaces publics, parce qu'on se rend compte que les usages d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui, parce qu'évidemment l'espace public, mais qu'il soit en ville ou dans un territoire rural, est le reflet de l'évolution des sociétés. Ces usages évoluent puisque la demande sociale, la manière dont on se représente notre vie évolue, nos aspirations évoluent. Et donc ce qu'on voit notamment, par exemple, ici, dans les parcs urbains, c'est que hier on était, c'est des temporalités très différentes, mais quand même le principe est là, c'est que hier on avait des espaces de déambulation, de représentation, on jouait un rôle en se montrant, en s'habillant bien, etc. Et puis aujourd'hui, dans l'herbe, on se couche, on mange, on bronze, on fait du sport, etc. On expose ses corps. C'est pas qu'on est exhibitionniste, mais enfin, le rapport entre intimité et vie publique évolue, et d'ailleurs on le voit tous avec les réseaux sociaux. Et donc au niveau des pratiques, je crois que j'ai fermé celui-là. Au niveau des pratiques sportives, finalement, c'est la même chose. On réserve plus sa pratique à des lieux dédiés. On y reviendra, mais on l'exerce partout en fait, de manière plus ou moins discrète, mais on l'exerce partout, où on peut s'installer, et puis on arrive même à une dimension du sport-spectacle, où on active, et notamment pour la question de l'espace public, ce jeu entre rapport spectacle-spectateur. C'est-à-dire que du coup, on a besoin donc, par exemple, sur le positionnement des city-stades, à un moment, on pensait qu'il fallait les mettre un peu à l'écart, ou les plateformes de fitness, qu'on pouvait les mettre un peu à l'écart, parce que les gens n'auraient pas aimé transpirer devant les autres. Et puis en fait, dans plein de projets, on les met au cœur du dispositif, et ça devient un outil, levier d'attractivité, de dynamisme, de centralité, parce que ça génère ce genre de choses. Récemment aussi, on se rend compte, et notamment après le Covid, que les parcs urbains sont le lieu de mille et une pratiques collectives, cours de yoga, gym, etc., mini-rugby. Donc on est de la région de Toulouse, moi j'habite à Toulouse, et au jardin des plantes de la ville. Mais ça peut être pareil dans les espaces périurbains ou plus lointains. Il y a 17 activités simultanées, j'ai compté un samedi matin, entre les cours de yoga, de danse, de boxe, de machin. Sur le même temps, on a 17 activités en même temps. Et du coup, ça pose la question des règlements d'usage, d'ailleurs, qui paraissent relativement obsolètes par rapport à ça, et des collectivités qui travaillent sur l'évolution de leurs règlements pour permettre, en fait, toutes ces volontés, tous ces usages. La question des nouvelles technologies aussi invente des nouvelles pratiques, les courses d'orientation en nature, la question des trails et des logiciels de courses comme Strava, peut-être que vous le connaissez, qui conduisent à créer des nouveaux parcours, notamment dans les espaces de nature, les espaces naturels, les bois et forêts, et qui posent des questions du coup parce que ça génère des impacts sur les milieux naturels, ça conduit les gens dans des endroits qui sont plus ou moins fragiles, enfin qui peuvent être fragiles et donc qui impactent fortement les lieux, et donc ça pose des questions. Donc on comprend que quand même le fond sociologique, si on peut dire, c'est cette tendance à une liberté d'usage, à des usages individuels ou en groupe, que ça se croise à une tendance sociologique de fond qui est l'affirmation, qui est l'individualisme au sens plutôt positif, pas égoïste, mais l'affirmation de soi, la volonté de choisir ce qu'on veut faire, son identité, etc. La revendication qu'on soit reconnu dans notre attente, dans notre envie, dans notre besoin. Et ça nous conduit aux questions d'inclusion, d'égalité de genre en tant que demande sociale. Et en tant que réponse publique, c'est l'exercice délicat, du coup, de répondre à tous, mais à chacun aussi. Parce que chacun veut être reconnu, mais en même temps, il faut répondre à tous en même temps. Donc ça n'est pas facile. Ça, c'est les usages, les pratiques libres qu'on voit. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'était que donc c'était par rapport aux espaces sportifs, qui sont aussi pris dans cette diversification et dans cette pluralité, évidemment,
Et si on essaye d'organiser un petit peu les usages, comment ça se structure, ce qu'on voit, c'est que d'abord, et vous l'avez dit, le sport n'est pas... L'activité physique n'est pas que dans la pratique de performance, donc elle est aussi dans les activités récréatives, de plein air, marcher, se nager, se baigner, c'est quelque chose qui est très, très mis en avant aujourd'hui dans les attentes, les mobilités du quotidien, dans le jeu aussi, dans les activités ludiques du jeu, et là je pense notamment à tout ce qui est laser game, paintball, action game, qui se réalisent dans des lieux spécifiques, dans les hangars industriels recyclés, etc., qui sont animés par des opérateurs privés, mais qui sont organisés à travers des fédérations. Il y a des fédérations de paintball, il y a des fédérations de action game, etc., qui organisent des tournois, etc. Donc c'est-à-dire qu'on a un public fidélisé, adhérent, qui vient et qui revient et qui pratique une activité physique, en fait, mais dans un cadre qui est tout autre qu'un cadre public ou qu'un cadre scolaire ou qu'un cadre sportif habituel. De fait, on se rend compte de cette diversification, elle entraîne une diversification du jeu d'acteurs qui est concerné par ça, parce que c'est à la fois les acteurs toujours publics, hein, les mairies, les intercos, mais les établissements scolaires, évidemment, qui jouent un rôle énorme dans la pratique du sport, lycée, collège, école, mais aussi les acteurs. Et donc les associations, évidemment, qui sont chargées des clubs, etc., mais donc aussi les acteurs privés, les opérateurs des action games, des salles d'escalade, on voit les salles d'escalade, etc. Donc voilà, et ensuite le dernier point qui est intéressant, donc par rapport à ce projet local, et ça recoupe cette évolution des usages, c'est la ventilation de ces pratiques dans l'espace, comment ces pratiques se ventilent dans l'espace, et ce qu'on peut voir, c'est que finalement on a des pratiques dans les équipements, par exemple les pratiques affiliées des clubs, des associations avec des adhérents, qui donc ont des temporalités définies, des rendez-vous réguliers hebdomadaires ou des tournois plus ponctuels, des lieux définis, donc les équipements sportifs, stades, gymnases, etc. Mais aussi, moi je rangerais dedans les hangars recyclés de l'action game et du paintball, parce que finalement c'est privé, mais c'est la même dynamique, avec des rendez-vous réguliers, des tournois, etc., des équipes constituées. Donc ça c'est les pratiques dans les équipements, et les pratiques dans les espaces ouverts. Donc dites pratiques libres, ce qui est le nouveau terme, qui est un terme qui vient de plus en plus, et dont Aurélie en reparlera après aussi. Et ces pratiques libres, en fait, elles se font donc hors club et association, quand c'est la pratique individuelle, du jogging, du trail. Et encore une fois, les réseaux sociaux impactent énormément ces pratiques, hein, parce que Strava nous emmène partout dans les espaces de nature, sur les chemins, etc. Mais aussi en pratique collective libre, parce qu'on voit des groupes de jeunes, des groupes d'étudiants qui vont courir le vendredi soir, les groupes de copines, maintenant c'est plutôt le dimanche matin, enfin voilà, chacun a ses rythmes, mais on organise des choses pour s'encourager. Et puis, dans les pratiques libres, ça veut dire qui se déroulent dans des espaces ouverts et accessibles, on a aussi les clubs et les associations qui proposent des activités dans les espaces de nature, alors les cours de yoga, de danse, de boxe, de mini-rugby, même pour les enfants. Et puis, il y a évidemment toutes les associations de trail, de courses, de marche, etc. Mais donc, il y a énormément de structures organisées qui utilisent et mobilisent ces espaces naturels, en particulier, et qui posent la question de la gestion de ces organisations par rapport à l'impact sur les milieux naturels ou par rapport à la question du partage de ces espaces naturels. Parce que si on a à un moment trop d'usagers, trop de groupes, etc., qui viennent, on génère des problèmes de partage de l'espace et des problèmes d'impact sur les milieux environnementaux. Et de fait, on voit que ces différentes formes de pratiques entraînent des changements dans l'usage des espaces. Et par exemple, sur les complexes sportifs, là c'est l'exemple du complexe sportif de Montauban, mais c'est valable dans toutes les sortes de territoires, qui se programment différemment. Le complexe sportif de Montauban, il est constitué d'équipements gymnase, d'un terrain d'honneur de foot, et tout ça c'est réservé aux clubs affiliés. Mais là où ils ont changé les choses, c'est qu'ils ont aménagé des espaces accessibles pour tous pour des pratiques sportives librement, grand public, type le street workout en bas à droite, les agrès fitness à gauche, il y a aussi un city stade, etc. Et il y a même chose très innovante et très intéressante, dans le gymnase, un espace vestiaire, douche, WC accessible au grand public sans être affilié au club. Et notamment pour la question des femmes, la pratique des femmes, on sait que pour que les femmes fassent du sport, il faut des toilettes. Et c'est valable pour les seniors aussi.
Et de fait, c'est pas une anecdote, et donc dans les vestiaires, donc là, rendre accessible au grand public les vestiaires, pour ça, c'est très intéressant. À Strasbourg, ils ont créé un programme comme ça, et ils ont installé un kiosque dans un complexe sportif, avec des toilettes publiques pour les femmes, etc., dans une optique de sport au féminin. Et donc c'est assez intéressant. On voit aussi que ces complexes sportifs, donc on avait fait des petits schémas pour un projet à Toulouse, où on voit que la question c'est, dès lors qu'il y a des pratiques libres, il faut se poser d'autres questions d'objectifs d'usage, qui sont la convivialité, l'accessibilité à tous, l'agrément, c'est-à-dire qu'on reste un peu, on se rencontre, on discute, etc. Et donc il faut pouvoir et être accessible à tous, peut-être à tous, donc aux seniors, aux PMR, etc., avoir des espaces verts ombragés pour pouvoir se reposer, etc. En fait, on sort d'une pratique dédiée uniquement à la pratique en club avec un objectif de performance sportive. En fait, c'est ça, c'est adapter ces complexes sportifs à toutes ces nouvelles pratiques. On voit évidemment ces hangars industriels qui sont recyclés ici, c'est le crossfit qui est une activité qui se développe énormément à la périphérie des villes. La question pour la collectivité publique, c'est comment est-ce qu'elle intervient sur ces reconversions de secteurs industriels qui se spécialisent. Là, nous, à Toulouse, on travaille sur un secteur où il y a plusieurs, comme ça, hangars qui sont utilisés. Un, c'est le trampoline park, après c'est le crossfit, après c'est le Action Game, le Prison Island, enfin des trucs avec des clubs, des fédérations, ils font des tournois, etc. Et donc la collectivité se pose la question de comment intervenir pour faire en sorte que ça reste accessible à tout le monde, qu'on ne soit pas obligé de venir qu'en voiture, qu'on puisse venir en vélo, etc. Et donc intervenir sur un milieu privé. Donc c'est la relation de la collectivité publique avec l'acteur privé. Comment on réussit à chercher les liens avec aussi les dynamiques privées. Et puis la question, c'est tous ces espaces publics ou naturels, donc qui sont à la fois urbains ou naturels, qui sont mobilisés pour les pratiques. La marche nordique, avec les bâtons qui se font partout aussi, qui posent des questions environnementales, parce que vous savez que la question des bouts en fer, des bâtons, il y a certains parcs naturels régionaux qui les interdisent maintenant, parce qu'on a quand même constaté la détérioration du sol. Et donc, comment on réussit à sensibiliser ces clubs et ces associations pour qu'eux-mêmes sensibilisent leur public au respect, à rester sur les chemins, à ne pas utiliser de pointe en fer, etc. Voilà. Et les pratiques libres, c'est aussi donc qui s'installent, donc sans aménagement, je dis ou presque, parce que là c'est une digue en béton. Mais juste, il y a un partenariat avec le club d'escalade de Toulouse qui a permis d'aménager 2-3 voies en posant juste quelques, je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc, tous les dimanches, tous les jours, en fait, il y a des escalateurs. Et puis parfois, il y a des aménagements spécifiques, ça reviendra sur le design actif, et qui peuvent être installés n'importe où, qui sont quand même assez intéressants, on reviendra dessus. Et pour terminer, donc je voulais en venir, donc dire que si on part des usages et qu'on considère l'ensemble de ce spectre large des possibilités d'activité et d'attente, il y a plusieurs enjeux qui se posent évidemment. Je voulais en relever 2. Le premier, c'est vis-à-vis de la forte demande de pratiques libres. La question, c'est où trouver des espaces pour améliorer l'infrastructure qui les accueille, comment répondre à cette demande en termes de collectivité. Donc on pense aux espaces publics, comme on a dit, donc modulables, accessibles, ouverts aux initiatives d'installation, etc. Ce qui suggère les règlements d'usage pour le faire, parce que ce n'est pas toujours le cas. La question de l'ouverture des équipements scolaires sportifs pour le grand public. Les écoles ont des terrains, parfois les collèges ont des terrains qui sont fermés le week-end, alors que les gens voudraient pouvoir aller se faire un petit basket ou aller courir ou faire un jeu avec ses enfants ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi depuis 2 ans, je crois, la CAU
plus au clair que moi, mais qui dans le cadre de la création des nouvelles écoles, ou en tout cas la rénovation des écoles, fait en sorte que l'aménagement des cours rend possible le fait que des usagers extérieurs à l'école l'utilisent le week-end, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un accès à la cour et sans passer par l'école, etc., pour pouvoir utiliser ce terrain. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que quand on voit dans un village, par exemple, si on n'a pas de terrain, etc., et qu'on a une école qui a ses terrains, etc., bah, comment faire pour le mobiliser pour répondre à la demande sociale, tout simplement. Ah, l'autre question, c'est la question des espaces de nature, des chemins dans les espaces, et donc la question de remobiliser toute une trame de chemins, peut-être qui a été pour en faire des chemins de promenade, des chemins de trail, des chemins de course, peut-être les signaler pour justement concentrer par rapport à cet impact des usages sur les milieux naturels. Il faut peut-être aussi faire en sorte que, parce que dans cette attente de liberté d'usage, les gens pensent que tout est disponible et à leur guise, et là on est dans la problématique, par exemple, nouveaux habitants des territoires ruraux et qui, par exemple, ne connaissent pas l'agriculture et pensent que les champs sont des espaces publics accessibles, que les bois qu'on peut aller partout, et donc piétiner les sols, abîmer, etc. Et donc on a des conflits avec les anciens habitants, les agriculteurs. Donc la question, c'est peut-être de canaliser les chemins sur, en tout cas de les repérer, de les signaler, de conduire ces pratiques ludo-sportives sur ces chemins-là. Et il y a une recherche à Toulouse qui s'est faite, qui s'appelle les nouveaux chemins de la métropole, qui a regardé un peu les gens ce qu'ils faisaient, qui a identifié ces chemins oubliés qui sont les anciens chemins communaux qui ont été finalement mis dans le fonctionnement de l'agriculture et comme chemin de desserte des différentes parcelles, mais qui finalement ne sont plus accessibles au public. Donc comment travailler, discuter, concerter avec les agriculteurs pour les remettre en usage public, ou alors enfin trouver par où faire passer le public. Enfin, il y a tout un travail territorial de concertation avec les différentes parties prenantes et les différentes ambitions, sportives versus agricoles, naturelles versus publiques, enfin, etc. Et donc pour installer un projet. Et il y a cet exemple sur Saint-Nazaire qui a carrément écrit un schéma directeur des pratiques libres à l'échelle de son territoire, et qui a identifié des parcours de lieu en lieu qui relient ce qu'ils appellent, enfin je ne sais pas s'ils appellent ça ici comme ça, mais en gros c'est des haltes sportives avec plus ou moins des équipements. Alors peut-être ça peut être une école quand elle est ouverte le week-end, peut-être c'est un city-stade dans une autre commune, peut-être c'est quelque chose, et puis des parcours entre comme ça pour permettre, parce que la pratique sportive elle est souvent... quand on fait un 10 km, on fait 10 km en fait, c'est beaucoup. Et donc on peut parcourir du territoire, il faut quand même avoir une ambition de longueur. Et donc, voilà, et donc le dernier point, c'est que, donc ça c'était sur l'offre, donc comment améliorer l'infrastructure qui rend possible les pratiques libres. On se rend compte que sans aménager, sans faire d'installation particulière, on peut accueillir la pratique sportive dès lors qu'on répond à ces pratiques libres. Et la dernière chose, c'est de dire que cette diversification des pratiques nous dit bien que la politique du sport, et vous l'avez dit, elle est au croisement d'autres politiques, et surtout si on est sur ces pratiques libres, toute cette diversité publique, pratique, acteurs, espacieux, etc., on se rend bien compte que le sport est au croisement de la santé, ça vous le savez tous, du bien-être, mais aussi de l'environnement, on a dit, sur l'impact des pratiques sur les milieux naturels, sur la jeunesse, quand on voit l'exemple du city-stade, et qui est un lieu qui est principalement utilisé par la jeunesse, mais qui a parfois besoin d'être accompagné parce que c'est un espace de négociation et de dispute, le city-stade, on se dispute pour avoir l'espace, c'est normal, comme tous les espaces, c'est un espace public, c'est un espace de conflit, c'est un espace où on le partage, et donc il faut l'accepter, et les gens l'acceptent d'ailleurs, et eux-mêmes naturellement réussissent à négocier. Enfin, il y avait un article qu'on avait écrit sur ce sujet. On voit bien que les jeunes garçons négocient avec les plus grands pour pouvoir avoir leur plage horaire, etc. Donc c'est un peu le jeu de la vie sociale dans la ville. Donc c'est à peu près normal tant que ça se règle par les mots et pas par les points. Mais en tout cas, ça peut être aussi l'objet d'une politique sociale, une politique jeunesse. Et on voit une commune rurale autour de Toulouse qui avait un city et qui a mis ses équipes,
face à l'accroissement de sa population, donc a créé un service jeunesse, a créé un accueil jeune, etc. Et donc l'a mobilisé sur le Citystade pour accompagner les jeunes le samedi pour que les choses, comme une sorte de médiation, pour que les choses se passent bien. Donc là on voit que sport et médiation c'est lié. Donc sport et lien social, mobilité et bien d'autres. Et je finirai juste sur la question de l'environnement, parce que je pense que donc ça c'est le libre accès géré. L'environnement, c'est vraiment la pratique sportive libre dans les espaces naturels sur les territoires ruraux. La question, c'est vraiment la gestion de l'impact de ces pratiques sur l'environnement, parce qu'on se voit, alors on parle des pointes en fer, etc., mais ce qu'on voit aussi sur des terres en dénivelé, notamment des sols calcaires, par exemple, etc., qui reçoivent beaucoup de pluie, avec quand on a un passage, voilà, on compacte les sols, donc on les érode, et donc on est dans un cycle qu'on n'arrive plus à gérer. Donc la question d'encadrer ces pratiques sportives, ça permet d'éviter ce genre de résultat où après les choses, même on compacte les sols autour des arbres. On sait maintenant que les racines des arbres, juste sous les arbres, si le sol est trop compacté, l'arbre est malade. Donc il faut aussi écarter les chemins. Donc il faut travailler avec des écologues. Il faut mélanger, en fait, c'est ça, c'est là où on est au croisement des politiques. Il faut que les gens qui s'occupent des usages sportifs travaillent avec les écologues pour dire par où on fait passer les sportifs, pour protéger quel milieu. Et à Bordeaux, il y a un exemple très intéressant, le parc des Coteaux, sur la rive droite, qui a engagé, on les a accompagnés, et qui avait des écologues, et qui a engagé un grand travail de repérage des milieux fragiles, même en termes de saisonnalité, avec les nidifications des oiseaux, etc., pour dire par où doivent passer les sportifs pour éviter ces milieux fragiles. Oui, le problème, c'est les VTT, surtout dans les... Oui, les VTT, énorme problème. Et donc là, un travail de partenariat et de concertation avec les associations de VTTistes, etc., pour négocier avec eux par où ils passent, par où ils ne passent pas, mais en respectant leurs pratiques. Donc on est dans un travail de conciliation. Et à un moment, c'est là où le sport doit sortir de ses murs en termes de politique et dialoguer avec les autres politiques. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci, moi je trouvais ça super intéressant. J'avais deux témoignages éventuellement à faire sur ce que vous venez de dire. Moi je pratique le trail et c'est vrai que j'ai déjà pu assister à ces rassemblements de trailers qui venaient dans un village et on pouvait, c'est vrai, constater qu'il y avait le temps d'un week-end 3 à 4 000 personnes qui venaient pratiquer une course. Et c'est vrai que ça pose question parce que suite à un sentier de trail qui aura été parcouru par des milliers de personnes, on pourra constater qu'il y aura des déchets, les gels de nutrition, les petits plastiques qui sont laissés. Et c'est vrai que du coup ça fait réfléchir sur ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un nombre de participants mieux réfléchi, plus réfléchi, qui est, comme vous disiez, une politique de savoir par où on passe, comment on passe, une sensibilisation plus accrue sur la question, parce que, à mon sens, il ne faut pas que l'environnement naturel devienne un support plus que quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer pour faire du sport. C'est très intéressant d'avoir des massifs aux abords des villages, mais il faut que ça devienne un avantage et pas simplement un support sur lequel on vient faire du sport. C'est toute une notion de respect, je pense, à bien intégrer. Et c'est vrai, moi je suis originaire j'habite à Roumelin, et en fait il y a 2 ans, il y a eu un projet de vague mécanique qui a été initié dans la commune. Et c'est vrai que ça avait fait grand bruit parce qu'on disait que ça n'avait pas forcément sa place dans la commune de Roumelin. C'est la pratique du surf, parce que c'est quelque chose qui est très demandé ici. Donc c'est vrai qu'on n'a pas totalement compris le projet, donc ça laisse aussi réfléchir à la pertinence des infrastructures sur des territoires donnés, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux consulter les populations, mieux comprendre quels sont les besoins réels des communes, plutôt qu'investir sur des grandes infrastructures comme ça qui laissent la possibilité de faire plein de choses, mais qui ne sont pas forcément cohérentes avec le territoire. Merci, du coup. J'ai oublié de montrer et là, c'est une espèce de... Parce que la question, c'est la sensibilisation à l'environnement pour le sportif. Ça, c'est toute la campagne de sensibilisation du parc naturel. Voilà, tu es en train de chercher lequel c'était.
et qui a mis ça partout, voilà, rester sur les sentiers, sur un mode un peu comique, voilà, tiens bon la barre, etc., pour toucher les esprits, en tout cas, parce que les gens n'ont pas conscience, en fait. C'est ça qui est très étonnant quand on fait des analyses d'usage, etc., c'est que les gens n'ont aucune conscience qu'en fait, il peut y avoir un problème sur le fait de passer là. Donc il y a quand même une éducation à l'environnement, et notamment les nouveaux habitants des territoires périurbains et ruraux, anciens urbains, n'ont aucune conscience de ce que c'est qu'un espace naturel, et donc et de comment on le préserve, et qu'il faut le préserver, et comment on le préserve. Et donc il y a vraiment un enjeu de sensibilisation. J'ai récemment appris aussi que les cairns, qui sont les petites montagnes de pierres que l'on met sur les sentiers, peuvent être un problème au niveau des sols, parce qu'en fait on vient... En fait, on vient prélever des cailloux, des petites pierres qui sont censées protéger les sentiers. Et en faisant ces petites montagnes de pierres qui sont des indications des sentiers de rando, ben, ça peut aussi avoir un impact. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toute cette question d'être le moins impactant possible quand on vient marcher sur un sol finalement. Voilà. Ben, Aurélie, je vous laisse prendre la suite. Elle change pas. Donc je vais commencer à me présenter. Donc, Aurélie Corbineau, urbaniste indépendante. Je suis spécialisée sur les processus participatifs. Et sur le dernier mandat, j'étais maire d'une commune de Tarn-et-Garonne qui s'appelle Verdun-sur-Garonne. Donc une commune qui fait 5000 habitants, à 35 km au nord de Toulouse. Je vais justement partager mon expérience de maire sur les questions d'activité physique et sportive dans nos villages, et avec aujourd'hui mon regard un petit peu aussi de prise de recul d'urbaniste. Je vous ai sorti un chiffre, c'est qu'on a 34 millions de Français qui pratiquent une activité physique et sportive, mais seulement 16 millions sont licenciés. Donc ça en fait 18 millions qui ne sont pas licenciés. Et quand j'ai découvert ce chiffre, en fait, ça m'a beaucoup interpellée en tant qu'élue. Je me suis dit, mais en fait, on a la moitié de la population qui pratique une activité physique et sportive, mais qui n'est pas licenciée. Et quand on réfléchit au sport dans nos villages, en général, on réfléchit avec les associations qui sont constituées, avec les clubs de foot, de rugby, de tennis. Et en fait, cette pratique libre, comme elle n'est pas collective, on a tendance à ne pas s'adresser à ces personnes. Et du coup, en tout cas, nous, on ne pensait pas forcément initialement la pratique sportive à travers ces pratiques libres. Et donc, voilà, c'est un chiffre qui m'a interpellée, et mon propos est axé sur cette question-là. Et puis, on était... mon mandat, moi, c'était juste avant les JO, et il y avait aussi ce projet de l'État d'inciter 1 million de personnes supplémentaires à pratiquer une activité physique. Je ne sais pas si on y est arrivé ou pas grâce au JO, mais il y avait cet enjeu-là à ce moment-là. Donc la première partie, c'est sur les sports libres et les réponses politiques qu'on peut y apporter. Donc sport libre, une partie de l'activité physique. Et j'ai posé un élément, premier élément, c'est que quand on fait du sport dans un village, l'idée c'est pas comme faire du sport en ville. Je vois que la présentation elle est pas partie sur la visio. Je crois que sur la vision on est encore sur la première page. C'est normal. C'est le temps que ça. Ah, c'est d'accord. Et donc, quand on fait du sport dans un village, il y a un lien qui est fort avec l'environnement, avec la nature, les champs, les arbres, les paysages. Et c'est quelque chose que recherchent les habitants quand ils habitent en zone rurale ou périurbaine. C'est quand ils font du sport, notamment en pratique libre, c'est aussi ce lien avec l'environnement et la nature autour d'eux. Et en fait, dans nos villages, on a beaucoup de pratiques qu'on a pas forcément conscientisées, mais qu'on a développées, de pratiques
autour des sports libres, finalement, on a installé des choses depuis un certain nombre d'années. Notamment les chemins de randonnée. Je rappelle qu'en Europe, on est un des seuls pays d'Europe à avoir autant de chemins de randonnée. On a une culture très très forte de la randonnée en France. On a énormément de clubs de randonnée et de chemins de randonnée. C'est assez incroyable quand on regarde comment le territoire est maillé en termes de chemins de randonnée. Et du coup, il y a beaucoup de clubs, je vous le disais, avec des pratiques qui se mettent en place autour de ces chemins de randonnée. On voit beaucoup, notamment, de retraités qui se retrouvent en semaine et qui pratiquent la randonnée ensemble. Et puis, on a mis en place des chemins de VTT, on a mis en place également des parcours cyclables pour tout ce qui est cycliste sur route. Il y a eu toute une période aussi où on développait des terrains de tennis ouverts. Alors, parfois avec des difficultés d'entretien sur ces terrains de tennis, ça demande quand même un entretien important, mais alors, pas toujours bien intégré non plus dans le paysage. Les terrains de foot, presque chaque village a son terrain de foot. Donc tout ça, c'est la table de ping-pong qu'on a parfois posée à certains endroits, dans des lieux. Là, c'est sur un lieu public en bord de Garonne. Tout ce qui est aussi, tu veux parler des parcours d'orientation. Alors, avant d'avoir Strada, on avait des parcours d'orientation en version papier, mais qui fonctionnaient bien, avec des clubs aussi de parcours d'orientation. Et la question en fait, de toutes ces pratiques qu'on a pu développer dans nos villages, pour moi, c'est la question de l'offre globale. Comment est-ce qu'on conscientise le fait qu'on a travaillé cette offre globale? Est-ce que dans vos villages, vous avez conscience que vous avez travaillé depuis pas mal d'années sur une offre globale pour les pratiques libres? Et quelle visibilité vous donnez à cette offre aujourd'hui? Est-ce que vous avez sur votre site internet la possibilité de voir tout ce qu'il est possible de pratiquer en termes de pratiques libres sur vos communes? Et là, je vous ai mis un exemple d'une carte de Rezé, Rezé qui est une ville à côté de Nantes, en Loire-Atlantique, et qui a fait une cartographie de toutes les pratiques libres qu'il est possible de faire sur sa commune. Et ils les ont catégorisés par couleur. Donc, par exemple, le basket, c'est en bleu, le parcours d'orientation, c'est en orange. Et donc, sur la carte, les points bleus, c'est les points de basket, les points oranges, c'est les points de parcours d'orientation. Et ils ont une page internet, je vous ai mis le lien, une page dédiée où ils ont mis la carte, ils ont mis un certain nombre d'informations pour les pratiques libres. Et donc, pour donner une visibilité, et puis ça permet de dire, j'arrive sur cette commune, ah oui, mais je peux faire tout ça en fait, il y a tout ça qui est possible. Alors que parfois on découvre en fait les équipements qui sont relativement légers, mais on les découvre au fur et à mesure des pérégrinations qu'on va faire sur la commune en fait, quand on arrive sur la commune par exemple, quand on est une nouvelle arrivant. En sachant que, moi si je prends sur ma commune, on a 60% de personnes qui sont là depuis moins de 10 ans. Donc les nouveaux arrivants qui découvrent un territoire et qui découvrent ce qu'on peut faire comme pratique libre, en tout cas autour de Toulouse, la périphérie toulousaine, c'est très important. Si vous regardez les chiffres de recensement sur vos communes, peut-être que c'est le cas aussi, peut-être 50% d'habitants qui sont là depuis moins de 10 ans, ils ne connaissent pas forcément toute l'offre qu'ils vont avoir au-delà des gymnases ou des équipements qui, eux, sont très très visibles en fait, et très implantés. Alors après, sur les pratiques libres, est arrivé le moment où on a tous eu l'injonction à mettre en place un city-stade sur la commune. Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi comme ça. Il y avait ce moment, alors à la fois c'était quelque chose de positif, c'était quelque chose où on voulait proposer un équipement aussi pour les jeunes, mais il y avait ce truc, mais vous n'avez pas de city-stade, il faut en créer un. Donc, je vous ai mis une petite photo d'inauguration, mais on en retrouve beaucoup d'ailleurs sur internet, des photos d'inauguration de city-stade. Voilà, c'est cette idée de se lier à la jeunesse à travers le sport et voilà, une proposition d'équipement sportif libre. Et il y a d'autres demandes qui petit à petit arrivent, les demandes de mise en place de pump trek, les demandes de mise en place de street workout. Petit à petit, vous allez peut-être en avoir, et pareil, ça va être une forme d'injonction qui vont arriver sur le territoire. Après City Stade, il faut avoir le pump trek, après le pump trek, il faut avoir les équipements de street workout. Et donc, la question qui se pose, parce que c'est pour moi des équipements très très urbains en fait, même si c'est moins impactant qu'un gymnase dans le paysage, mais ça reste des équipements urbains. Du coup, c'est la question de l'intégration de cet équipement. Je vais en reparler après.
Et dans ce que peut-être vous n'avez pas encore entendu parler, mais vous allez peut-être avoir aussi à un moment donné, c'est la demande de mise à disposition de matériel de sport gratuitement sur les communes. C'est peut-être des choses qui arriveront aussi. C'est des équipements voilà, qui sont proposés par des structures où vous avez des ballons, des boules de pétanque qui sont mises à disposition avec un système avec des applications sur le téléphone et c'est mis à disposition gratuitement des habitants. Et puis vous avez aussi des collectivités qui ont travaillé sur par exemple des parcours de course à pied avec des points de rendez-vous. Enfin, il y a d'autres idées en fait qu'on peut aller qui ne sont pas encore développées dans ce qu'on peut avoir localement dans notre offre. Et là, par exemple, c'est un point de rendez-vous tous les dimanches matins à 10h. Il y a 5 parcours différents et ils se donnent rendez-vous pour aller courir ensemble. Donc c'est une pratique qui est libre, mais avec un tout petit peu d'organisation. C'est-à-dire que c'est tous les dimanches matins à 10h. Donc on peut inventer encore plein de choses en termes de pratiques libres et ça va venir. Et après, voilà, la deuxième partie, c'était comment ensuite on intègre ça dans le paysage, mais aussi dans le territoire. On l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais je vais aussi revenir sur cette question de c'est quoi votre projet aussi, au-delà de la question de juste l'équipement individuellement, c'est quoi le projet qu'on a collectivement. Je vous ai mis des photos de CityStat qui, pour moi, sont des jolis objets posés. J'en ai une autre. Voilà, c'est des objets posés comme ça, sans aucune intégration paysagère, sans aucun lien avec ce qui se passe autour. Alors encore que là, il est à côté du stade, donc on peut dire que c'est presque une continuité, mais parfois, moi, j'arrive dans des villages et ça me choque de voir le CityStat qui est juste posé à un endroit. Il n'y a pas eu de réflexion avec ce qui se passait autour. Il n'y a pas forcément de lien avec. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas d'espace de vie sociale autour. C'est juste un objet qu'on a posé à un endroit à un moment donné. Et là, je vous ai mis aussi un peu de trek. Je trouve que c'est quand même très très raide comme intégration paysagère. Et voilà, moi ça m'interroge de voir ça. On en parlait tout à l'heure, savoir si sur des pommes trek comme ça on a le droit ou pas de mettre des arbres. Est-ce que d'un point de vue sécurité on pourrait planter un arbre, puisqu'il y a un espace au milieu là qui est relativement grand. Est-ce qu'on pourrait imaginer planter un arbre, puis on peut se dire que si les racines font 2-3 bosses, c'est peut-être pas trop grave, vu qu'il y en a déjà beaucoup. Non mais voilà, c'est une question de comment on intègre ça dans le paysage localement. Et justement, en tant que maire, et en tant qu'élu avec mon conseil municipal, ça a été une question qu'on s'est beaucoup posée. Quand on n'avait pas sur la commune, on n'avait donc ni CityStat, ni aire de jeu, et du coup on s'est dit, et il y avait une vraie demande, il n'y avait aucune aire de jeu pour 5000 habitants, je ne sais pas si vous imaginez, c'était quand même, bon voilà, c'était pas approprié aux besoins, en tout cas il y avait un besoin énorme, mais on n'y répondait pas. Et puis on s'est posé la question de où est-ce qu'on crée une aire de jeu, où est-ce qu'on crée un CityStat, et puis on a commencé à regarder les terrains, à s'interroger. On voulait peut-être acheter un terrain en bas du château, un endroit qui était pas approprié. L'agriculteur nous disait qu'il ne voulait pas le vendre, qui était locataire du terrain, mais il ne voulait absolument pas que ce soit vendu. Bon, et puis finalement, on s'est dit, mais on a le camping en bord de Garonne, et ce camping, il est fermé au public parce que il n'était plus utilisé. Et est-ce que finalement, ce lieu avec énormément d'arbres, ce lieu en bord de Garonne, est-ce que ça pourrait pas être un lieu idéal pour y implanter en fait à la fois une aire de jeu, à la fois le CityStat, et puis du coup recréer le lien entre les habitants et la Garonne, puisqu'on était le centre-ville est situé à 300 mètres de la Garonne, et les habitants n'allaient plus en bord de Garonne en fait, il n'y avait plus du tout de lien avec la Garonne. Et donc ça a été l'idée de se dire on va faire un projet global qui va en même temps permettre de recréer ce lien avec la Garonne. Et on avait été accompagné par le CIE de Tarn-et-Garonne qui nous avait incité à prendre un paysagiste à ce moment-là. Et donc on a travaillé avec un paysagiste qui s'appelle Guillaume Lézé et qui a fait tout un projet. Alors là on voit que le parc, mais autour il y a à gauche un terrain sportif et puis à droite on a la Garonne. Et il a fait tout un projet global où il a complètement redessiné en fait le paysage. Et il y avait des chemins très très droits qui parcouraient le camping, et puis très empierrés sur 4 mètres de large. Enfin, c'était très routier finalement pour le lieu, alors qu'il y avait des arbres qui étaient absolument magnifiques et qui n'étaient pas du tout mis en valeur. Donc il a fait un travail sur les cheminements, il a fait un travail sur... il a créé des nous, on a décidé de ne pas mettre de barrières aussi. Ça, c'était quelque chose, pour moi, c'est horrible de voir toutes ces aires de jeu avec des barrières... presque des barrières érasses, même dans ce qu'on véhicule pour l'enfant. Pour moi, je trouve que c'est rude en fait. Dans le paysage, c'est très
voilà, ça fait un impact très fort sur le lieu. Et puis, en plus, pour l'enfant, voilà, on véhicule une espèce de limite comme ça physique. Alors, il y a des questions de sécurité, mais donc là, on s'est posé la question de comment on pouvait faire pour que les enfants restent en sécurité tout en étant dans ce lieu. Et donc, on a travaillé sur les fossés qui créent une barrière naturelle, sur la noue, sur un certain nombre de choses qui ont fait qu'en fait, les enfants ne sortent pas parce qu'il y a un espace qui est bien identifié et puis qui est très grand, donc ils n'ont pas envie de sortir. Ils ne vont pas forcément plus loin, même si la Garonne est proche. Et après, il a fait aussi un travail, je vais vous le montrer après en photo, mais vous voyez donc le City-Stade qui est à gauche, il a fait un travail où les terres du City-Stade, qui ont servi au City-Stade, ont servi à créer des bosses, un parcours de bosses, donc ils sont juste devant. Donc c'est un peu le trek, mais juste en terre chez nous. Et en fait, très rapidement, ce parcours de boss a été investi par les enfants avec des vélos. Et ça a été, mais en l'espace d'une semaine, on n'avait plus besoin de tondre les bosses parce qu'elles étaient investies par les enfants. Et voilà, ils parcouraient ces différentes bosses. Ils se sont beaucoup amusés dessus. Enfin, ils continuent énormément à s'amuser sur ce lieu. Et donc, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'on avait un stade donc, à gauche. Et on s'est dit, le City-Stade, ça peut être intéressant de l'implanter en bordure de ce stade, parce que du coup, il y a une espèce de presque continuité, on va dire, d'équipement. Et après, en fait, il y a le parc qui démarre, et puis ça ne nous a pas empêché quand même de replanter des arbres en complément. Là, on voit le parcours de boss qui est devant, en fait. Et le City-Stade qui est au fond, et qui est... alors, ça reste raide, hein, ça reste... enfin voilà, ça reste visuellement quelque chose d'un peu raide, mais le fait qu'il soit pas juste en bord d'une route, donc pas juste en bord de route, mais un petit peu comme ça derrière les bosses et en bord à côté des arbres, tout ça en tout cas en termes d'intégration, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et en fait, on a lié derrière tout ce parc qu'on a créé, qui est un parc avec toute une partie aire de jeu. Et il y a eu donc tout un travail avec les employés municipaux pour récupérer des arbres qui étaient mal en point. Ils en ont fait des bancs. Vous voyez, le premier plan, c'est un banc qui a été fait par les employés municipaux avec des arbres. Donc ça ne nous a pas coûté grand-chose. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui ont été réutilisées du site, puisqu'il y avait des arbres qui ne pouvaient pas rester sur place. Et en fait, là, on ne le voit pas, il est au fond, le City-Stade, mais bon, voilà, il fait partie de ce parc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, toute la famille peut venir dans cet espace-là. Et c'est vraiment un espace intergénérationnel. Je vais un petit peu compléter ensuite là-dessus, quoi. Et c'est devenu un espace de vie. Et en fait, on a aussi travaillé sur tout ce qui était gestion différenciée, parce que là, on a plusieurs hectares, on est sur 5 hectares, je crois, en tout, parce qu'on a aussi le bord de Garonne, en fait, qui maintenant a été complètement réinvesti. Et en tout, on est sur 5 hectares, et au lieu de tondre partout, en fait, on a décidé de tondre que des chemins, en fait. Et donc, on laisse pousser l'arbre sur le reste sur toute une partie de ces 5 hectares. Et le parc, on a des parties plus tondues, puis il y a des endroits, par exemple, on ne tombe plus autour des arbres. Le bord des arbres, à peu près 1 mètre autour des arbres, on ne tombe plus, en fait. Et on laisse juste 1 mètre autour de l'arbre, histoire qu'on ne vienne pas abîmer, parce que sinon, les emplois municipaux, en passant très proche avec je ne sais plus comment ça s'appelle, le rotophile, voilà. Avec les rotophiles, abîmer les troncs des arbres. Donc voilà, il y a eu des petites choses comme ça qui ont été mises en place et qui ont permis aussi d'avoir une gestion qui soit pas trop lourde pour les employés municipaux au niveau de ce parc. Et ça a permis en fait de recréer le lien avec la Garonne. Et ce qui est très très chouette maintenant, c'est je me suis rendu compte, je suis allée hier sur Google Maps voir un petit peu quelles étaient les photos que les gens mettaient du parc. Et en fait, je disais, c'est pas des photos de gens qu'on retrouve, c'est que des photos de paysages. Et ça, c'est une photo qu'ils ont pris, que les habitants ont pris sur place. Et aujourd'hui, en fait, on va au parc, mais on va aussi au bord de Garonne faire 2-3 ricochets. Alors, ça a peut-être un impact, parce que du coup, en soulevant ces pierres, on a un impact, mais on recrée complètement le lien, et du coup, une sensibilisation forte aussi à la Garonne, en fait, et à cette eau qu'on boit aussi, hein, qui est l'eau qui nous alimente au quotidien, et ça recrée ce lien à la Garonne. Et au global, en fait, ce parc qui s'inscrit, du coup, ça nous a permis de lancer tout un projet qui s'appelle Vivez Garonne. Suite à ça, en fait, c'est encore une autre étape où on a travaillé avec les communes d'à côté, et notamment la commune de Grisole et la commune de Bourrette, où on a travaillé sur quelque chose de beaucoup plus global au niveau de la Garonne, avec des parcours sonores de témoignages sur la Garonne,
d'anciens qui ont vécu des choses au niveau de la Garonne, et puis des parcours piétons et cyclables au niveau entre le canal et la Garonne. Donc l'idée était d'inscrire ça dans quelque chose de beaucoup plus global en fait au niveau du projet que simplement de faire un city-stade et une aire de jeu. Et voilà. Après, je voulais aussi vous montrer, ça fait partie du parcours de Garonne, en bord de canal. En termes d'intégration paysagère, ils ont travaillé sur l'installation d'agrès sportifs. Alors, au lieu de les mettre peut-être sur une aire un peu large, ils ont travaillé en alignement par rapport aux arbres pour installer ce parcours sportif, qui est finalement assez discret, même si ça reste du métal implanté au milieu de la nature, mais en fait, on le remarque voilà, tout juste quand on passe, et c'est un parcours qui est relativement bien utilisé parce qu'on est proche du centre-ville de la commune de Grisol, et voilà, c'est des petites choses que je voulais vous montrer en termes d'intégration. Et puis, je sais plus où j'en suis parce que je me suis trompée dans mon chronomètre, mais en termes de temps, c'est bon, ça va. Et donc après, je voulais vous dire aussi, donc, en termes d'activité physique, au-delà donc, du city-stade, ça a créé beaucoup de liens intergénérationnels et que donc les familles viennent avec les enfants de tous âges, parce qu'il y a les plus grands qui vont au city-stade, pendant que les plus petits sont sur l'aire de jeu. Il y a aussi les grands-parents qui viennent, alors parfois juste pour voir les enfants jouer ou promener le chien, même si on a dû réguler ça, parce qu'en termes de chiens qui se promènent tout seuls dans le parc, on a dû un petit peu le gérer. Et en fait, il se passe énormément de choses autour de ce parc de Garonne. Donc là, c'est vraiment la partie bord de Garonne, prairie en bord de Garonne. Et tant et si bien que les associations locales ont décidé de réinvestir en fait les anciens sanitaires du camping, donc ça c'est les anciens sanitaires du camping, et pour en faire une guinguette associative. Donc ça a créé toute une dynamique, et en fait l'association, le comité des fêtes gère en fait l'organisation de cette guinguette, et de manière très très régulière, il se passe énormément d'événements autour de cette guinguette associative. Là c'est un marché aux plantes qui sont faits, et donc ça a encore généré autre chose. Voilà. Et en plus, il y a des toilettes dans ces anciens sanitaires, donc c'est très pratique. Moi, j'avais aussi le projet de dire qu'on aurait pu le transformer en aire de bivouac aussi, cet ancien camping, et possibilité d'en faire une aire de bivouac, parce qu'en fait, le camping, ce qui nous coûtait cher, c'était d'avoir un agent d'accueil. On en avait à peu près pour 15 000 € par an de déficit, et c'était d'avoir un agent d'accueil permanent, mais si on mettait à disposition le terrain gratuitement et qu'on avait juste les douches à payer, ce qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel en termes d'eau chaude, enfin, en fait on aurait pu très très bien mettre en place une aire de bivouac. Le projet n'a pas abouti, mais ça aurait pu être voilà, quelque chose qui aurait pu se mettre en place. Dans l'ancien aussi accueil du camping, on avait aussi eu l'idée d'y mettre un accueil de canoë-kayak, parce qu'initialement il y avait une caravane avec un monsieur qui venait avec ses canoë-kayak sur place, donc il y avait un projet beaucoup plus global en fait d'aller encore plus loin en termes notamment aussi de vie économique locale. Donc là par exemple c'est un des événements qui se passe sur place. Il y a une petite piste de danse en fait qui avait été initialement créée là, et du coup maintenant on a aussi le club de danse qui vient jouer ici. Donc au-delà de l'activité physique, ça a généré encore plein d'autres choses. Voilà, vraiment une vie sociale et un lieu de vie sociale très important. Et je vous ai pas dit aussi, mais les enfants au niveau du parc jouent un tout petit peu sur les aires de jeu, mais énormément dans les arbres. Voilà. C'est hyper intéressant ce qui se passe avec et notamment on a un sapin qui est très très haut, qui mesure 7-8 mètres de haut, et il s'amuse à monter dans la branche. Alors, certains trouveront peut-être ça dangereux, mais il se trouve que les enfants adorent faire ça. Et il y a 4-5 arbres comme ça qui permettent de monter dedans et qui sont très très chouettes. Et moi j'adore voir ça, j'adore voir les enfants qui sortent de l'aire de jeu et qui commencent à explorer les arbres et ce qui se passe autour. Pour finir, je voulais vous parler d'une dernière chose sur les questions d'activité physique. C'est la réflexion aussi de comment on aménage la ville pour générer davantage d'activité physique. Et moi, il m'a semblé qu'il y avait un élément qui était très important, c'est la question de comment on se rend à l'école ou au collège à pied ou en vélo. Et pour moi, c'est une question de priorité en termes d'activité physique. C'est-à-dire que c'est les générations à venir, qui en plus sont des générations, on en parlait ce matin, d'intérieur, qui pratiquent peu les espaces extérieurs seuls. Et comment en fait on sécurise ça pour générer chez eux de l'activité physique et leur donner envie. Et puis aussi une vie sociale, parce que se rendre à pied ou en vélo à l'école, c'est aussi une vie sociale autour de l'école qui se passe pour eux. Et donc on a fait un gros travail de sécurisation dans un rayon de 500 mètres aux abords des écoles.
On avait des problèmes importants d'accès aux écoles, avec une saturation de voitures mais phénoménale, des voisins qui ne pouvaient plus ouvrir leur volet le matin pendant le moment où il y avait l'entrée dans l'école, ils pouvaient à peine sortir de chez eux, ils avaient les gaz d'échappement, ils n'en pouvaient plus, et notamment dans la rue des écoles. Et donc on a fait on a été voir point par point, concrètement sur le terrain, on n'a pas pris de cabinet d'études, on a juste été voir nous, on s'est dit, bah voilà, il y a tous ces points-là qui posent problème aux abords des écoles, et qu'est-ce qu'on peut y faire? Et en fait, on a noté tout ce qu'on imaginait à court terme, ce qu'on pouvait faire à court terme, c'est-à-dire il y avait, là je vous ai mis que quelques pages, mais on en a quand même pas mal de points sur lesquels on a travaillé, et on a mis en place des aménagements légers au début, qui ne nécessitaient pas d'investissement, et après, en fait, on a programmé tous les investissements. Et jusqu'à en fait barrer la rue d'accès à l'école le matin par un plot. Et donc c'est l'école qui était l'école élémentaire en haut. Et cette rue d'accès à l'école, c'est là où les parents étaient en file indienne et ça posait vraiment problème. Et il y avait un parking au bout de la rue. En fait, il y avait un parking 300 mètres plus loin. Et les parents ne s'y garaient pas parce qu'ils avaient la possibilité de venir jusque devant l'école faire du drive pour les enfants. Et donc du coup on a décidé de la bloquer avec des plots juste au moment d'entrée et de sortie d'école. Et en fait pour rendre ça positif, pour éviter que ce soit qu'on ait la grogne des parents, on a transformé cette rue en rue des enfants. Et on l'a complètement investi avec les enfants. On en a fait, on a fait énormément de dessins dans la rue et des dessins pérennes avec juste vous savez, de la peinture acrylique qu'on a acheté au magasin de bricolage, enfin on n'a pas été investir dans des choses. Et en fait on a fait une fête de la rue des enfants, où on a invité un groupe de musique, on leur a proposé de tous venir avec leurs trottinettes, leurs vélos, et on a complètement investi la rue, et finalement on a eu très peu de grogne, c'est-à-dire qu'on a peut-être eu 2-3 parents, on avait quand même 500 parents à l'époque, enfin non pardon, on avait 550 enfants, donc 1100 parents potentiellement. Donc on a eu 2-3 qui ont un petit peu grogné, mais globalement on a eu très peu de grogne, et les enfants adoraient en fait parcourir cette rue le matin parce qu'elle était rigolote, elle était ludique, ils pouvaient sauter de dessin en dessin, ils découvraient des nouvelles choses, et donc on a essayé de le rendre positif. Et donc c'est cette question du design actif, comment on peut aussi modifier un espace public en essayant de le rendre rigolo, positif, et puis en mettant en place des toutes petites choses qui permettent d'investir les lieux par l'activité physique un petit peu différemment, et de se donner des petits challenges en montant l'escalier le plus possible, des choses comme ça, et qui vont en fait générer de l'activité physique. Et cette question de l'accès aux écoles, pour moi, elle est vraiment primordiale. Sur la question de l'activité physique, notamment des générations futures. On le sait que c'est un enjeu de santé publique majeur, ça se compte en milliards d'euros, les impacts de l'activité physique sur la question de santé publique. Enfin, le fait de ne pas faire d'activité physique, ça va se compter notamment là dans les années à venir en milliards d'euros pour les Français. Donc j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais je sais que c'est des chiffres extrêmement importants. Donc il y a pour moi il y avait un enjeu politique très important à essayer d'aménager les accès à l'école et faire en sorte que ce soit le plus ludique possible. Et je crois que j'ai terminé. Merci, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à adresser? Oui, ouais. Je veux savoir pourquoi le bivouac ça n'a pas marché. Parce qu'on avait 150 projets en parallèle et que du coup ça n'a pas été un projet prioritaire et qu'il fallait il y avait notamment des villages dans les Pyrénées qui avaient travaillé comme ça sur des aires de bivouac, qui allaient voir sur place, se rendre compte, essayer d'étudier comment le monter administrativement, toutes ces choses-là, et on n'a pas eu l'énergie pour le faire, mais c'était un chouette projet. Il aurait fallu qu'on soit, on était 2-3, il fallait qu'on soit un petit peu plus pour motiver toute l'équipe, quoi. Donc voilà, ça fait partie dans les équipes municipales, parfois on a des idées, puis on va pas au bout parce qu'il faut aussi collectivement réussir à le porter. Et en termes de coût, votre projet s'élève à alors le projet de parc, oui. Alors justement c'était intéressant parce que c'était pas des coûts du tout élevés. On était, alors le paysagiste c'était 10 000 €, et après, je vérifie les chiffres, mais j'aurais dû vérifier mais je crois que c'était 180 000 € l'installation du parc. Uniquement le parc, et on a eu 80% de subvention. Donc autant vous dire que ça nous a quasiment rien coûté. Et derrière la dynamique que ça a généré, je ne l'ai pas dit, mais on a tous les jours minimum 100 personnes qui passent sur le parc.
Et certains week-ends, on a 500, 700 personnes. Enfin, des fois, c'est la folie. On ne se rend pas compte, mais il y a un nombre de personnes qui viennent, qui sont, pour notre village, qui est énorme. Il y a des gens qui font 35 km pour venir sur ce parc. Parce qu'ils n'ont pas d'équipement de ce type-là. J'ai interrogé des gens qui étaient sur place, je leur ai dit, mais d'où vous venez? Et on a des personnes qui viennent, beaucoup des villages alentours aussi. Et il y a des gens qui viennent jusqu'à 35 km à la ronde pour pouvoir venir sur ce parc. Et il y a aussi, on a travaillé sur des tables de pique-nique, on en a mis beaucoup, et on a fait des très très grandes tables de pique-nique, c'est-à-dire qu'on en a mis plusieurs à la suite, 2, 3. Et ça, c'est très très prisé en fait. Ils viennent faire les anniversaires des enfants, il y a les assistantes maternelles qui viennent aussi, qui se réunissent en semaine. Et on a, oui, puis même des gens qui viennent entre copains, juste, on a mis des barbecues en place aussi, pour que du coup ils puissent aussi, tous ces usages qu'on n'a pas quand on a une ville qui est relativement dense avec peu de jardins. Et on a plein d'usages qu'on ne peut pas faire dans le centre-ville, mais à 300 mètres, en fait, du coup, on a ces espaces pour se retrouver avec les copains, pour manger un barbecue ensemble, pour que les enfants puissent jouer facilement ensemble sans qu'on soit en train de surveiller tout le temps, parce qu'il n'y a pas de... Pardon. Oui, vous avez souligné le rapport avec la Garonne aussi. Oui. Mais qui passait aussi dans une vision plus large par la dépollution de la Garonne. Enfin, le fait qu'elle soit un fleuve qui devienne, comme une rivière, qui devienne attractive et voilà, et pas dangereuse ou en fleuve du point de vue sanitaire. C'était une question. Je remarquais effectivement, ça va de pair avec une approche encore plus globale de l'environnement. Oui. Justement, dans votre exemple, vous n'avez pas fermé les aires de jeu, elles sont ouvertes. Et à une époque, il y a au moins 10 ans en arrière, il y a eu une réglementation où il était obligatoire de fermer les aires de jeu. Alors peut-être. Non, je ne pas trop, merci. C'est plutôt pour la vidéo, je pense, c'est pour qu'ils entendent bien sur la vidéo et la visio. Alors peut-être, c'est possible que cette réglementation soit encore en cours sur les aires de jeu, mais c'est pas grave. Et moi j'assume le risque en fait j'assume le risque qu'il n'y ait pas de clôture. Et vous imaginez une clôture sur un espace comme ça? Enfin, c'est pas envisageable quoi. Et de la même manière que tout à l'heure on parlait des aires de jeu, dans les écoles, les cours d'école. Aujourd'hui on a une culture très bunkerisée des aires d'école. Des écoles. Alors c'est lié à tout ce qui s'est passé par rapport à Vigipirate et par rapport aux attentats. J'ai eu la chance d'aller en Estonie visiter 2 écoles et j'étais très très surprise de découvrir comment En fait, on est aussi un des seuls pays en Europe à fermer nos écoles comme ça. Et en Estonie, les cours d'école sont ouvertes à tout le quartier. L'école est ouverte la journée, il y a la bibliothèque municipale qui est dans l'école, les habitants viennent dans l'école. Et ils ont une toute autre culture. Et moi, je leur avais demandé, mais comment ça se passe pour les enfants? Vous n'avez pas d'enfants qui... Enfin, moi, c'était un choc de découvrir ça. Vous n'avez pas d'enfants qui s'enfuient de l'école? Parce que nous, on en a dans les écoles, des enfants qui s'enfuient de l'école, avec des barrières. Ça arrive. Et ils m'ont dit que c'était très rare, et quand ça arrivait, ça permettait de créer un dialogue avec l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il est parti de l'école, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il parte de l'école? Et que c'était extrêmement rare, parce que le fait de ne pas avoir de barrière, ils n'avaient pas envie de la franchir, en fait. Et mes filles, c'est un petit peu quand je leur ai expliqué ça, c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit, mais maman, mais s'il n'y a pas de barrière, en effet, on n'a pas envie de sortir de l'école. Il y a aussi ce jeu de franchir la barrière parce que c'est interdit. Quoi. Je viens ajouter quelque chose, parce que là, on a eu une expérience sur un atelier, on travaille sur la rénovation d'un complexe sportif et on essaie de l'ouvrir aux pratiques libres. Et c'est un complexe qui est utilisé par un lycée et un collège aussi pour les élèves. Et donc l'idée c'était de faire une partie pratique libre avec des terrains ouverts, une piste de course, etc. Mais que pourraient utiliser les profs pour le collège et le lycée. Et donc en atelier, les profs nous disent oui mais non parce que là si c'est ouvert, les élèves peuvent s'en aller et du coup il y a un problème de sécurité, il peut y avoir une rencontre d'autres publics, enfin, c'est dangereux. Et en même temps, dans une même année scolaire, ils proposent aussi des courses d'orientation sur un parc en périphérie de Toulouse, qui est complètement ouvert et public, et ils emmènent leurs élèves. Et là, ils ne se posent pas la question. Donc il y a un moment où la question des clôtures, il y a une question de réglementation, mais il y a aussi une question de culture et d'approche et d'appréhension en fait, de ce qui va se passer. Et donc, vraiment, la réglementation, ce n'est pas la seule réponse. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut discuter, reposer la question et se rendre compte qu'en fait c'est possible, parce qu'ils le font par ailleurs. Donc, il y a un moment... Et là, en Estonie, je leur ai dit, mais vous n'avez jamais eu de problème? Il n'y a jamais eu des personnes qui sont rentrées dans les écoles qui étaient malveillantes? Et leur réponse a été,
qu'il y ait une clôture ou pas, il serait entré. Et toutes les écoles d'Estonie sont ouvertes. On n'a pas commencé à les fermer parce que dans une école, il y a eu un problème en fait. Et donc, et après, il y a aussi une culture post-communiste où c'est la communauté qui s'occupe des enfants. Au global, c'est pas seulement une famille, c'est pas seulement des parents, c'est une vigilance de tous en fait vis-à-vis des enfants. C'est aussi ce qu'ils m'ont expliqué par rapport aux aspects sécuritaires et les questions d'assurance. Pour eux, c'est une autre culture, exactement. Mais je trouve ça intéressant de s'ouvrir à autre chose. C'est vrai que nous, on venait de construire un groupe scolaire à Berlin-sur-Garonne et on avait, moi je voulais justement qu'il y ait une ouverture sur les champs, sur ce groupe scolaire qui était juste en bordure de champ, et je voulais que les enfants puissent voir les champs, qu'ils puissent voir l'extérieur et qu'on n'ait pas un mur vraiment quelque chose d'opaque. Et juste là, il y a eu des attentats et les services de la gendarmerie sont venus visiter l'école. On dit que c'était catastrophique, qu'il fallait vraiment rendre tout ça opaque en fait. On leur dit mais c'est hors de question. C'est aussi quelle ouverture au monde on leur offre à travers ça. C'est-à-dire que tous les jours pouvoir voir les champs dans l'école, c'est autre chose que de voir un mur en fait. Et pour moi, c'est voilà, aussi qu'est-ce qu'on porte. Il y a les questions de sécurité, et puis après, il y a qu'est-ce qu'on porte. J'ai une question, j'ai trouvé très intéressant la rue des enfants. Bon, je ne sais pas la longueur de la rue, mais j'ai cru voir qu'il y avait aussi des garages, et notamment aussi des riverains qui doivent avoir des voitures et qui vont travailler le matin. Comment vous avez géré ça avec les riverains? Alors, les riverains, ça ne les empêche pas de sortir. Mais du coup, il y en a très peu. Il y en a une ou deux voitures qui vont sortir au moment de l'école. Et puis, voilà, ils habitent à côté de l'école, ils font très attention aux enfants. Là où avant, il y avait quand même pas loin de... Je sais pas, il y avait 100 voitures qui passaient là le matin. Et la borne, elle s'ouvre elle est fermée entre 8h15 et 8h45. Et après, elle est refermée le midi, elle est refermée le soir. C'est automatique. Et donc, ils savent les horaires, elles sont affichées, ils le savent. Donc, ils s'organisent en fait en fonction. Et ils sont très contents. Ils sont vraiment très très contents parce qu'ils respirent à nouveau. Il n'y a plus les gaz d'échappement à cause des voitures. Et en fait, au niveau économique, cette vie, elle a complètement explosé. Cette rue a complètement explosé au niveau économique. Il y a eu vraiment une mutation complète. Il y avait beaucoup d'endroits un peu délaissés parce que de l'autre côté, il y a une très grande rue avec un gros passage de départemental. Et elle donne des deux côtés les maisons, et en fait il y avait beaucoup de maisons qui n'étaient pas en bon état, et il y a eu pas mal de reventes et des maisons qui ont été complètement restaurées, et là sur la rue on a eu à peu près une dizaine de maisons, elle fait 300 mètres la rue à peu près. Et ça ne vous a pas donné envie de la fermer tout le temps, avec des accès que pour les résidents? Alors, oui. Mais du coup c'était un autre type de badge, de borne, et avec un système de badge, et avec donc plus cher. Voilà, donc non, ça marche bien, donc du coup, non. Voilà, on a fait aussi avec l'économie de moyens, c'est le principe des communes. Voilà, des communes, hein, surtout en ce moment, je crois que vous savez de quoi je parle. Donc, voilà. Et vous n'avez pas, pour accéder à cette école-là, un bus? Alors, c'est une école de centre-ville. On a créé une deuxième école qui elle est un peu plus loin, qui est desservie par un bus, mais là c'est une école de centre-ville, c'est-à-dire que les enfants habitent tous dans un rayon de 500 mètres. Initialement c'était des enfants de toute la commune, c'est pour ça qu'il y avait énormément de voitures. Et en fait on a créé un deuxième groupe scolaire, et c'est après avoir créé ce deuxième groupe scolaire qu'on a fermé la rue et qu'on a fait en sorte que les gens viennent à pied. Vous avez créé un autre groupe scolaire? Ouais, voilà, on avait 550 enfants sur l'école élémentaire maternelle, et c'était saturé, et donc on a créé un deuxième groupe scolaire dans un autre quartier. D'autres questions? Non. Bien, je vais te laisser enchaîner du coup. Alors, moi je vais vous parler d'un conseil que j'ai pu donner dans une commune du département, Saint-Marcel de Carréré, où il voulait implanter plusieurs équipements sportifs autour de la salle polyvalente, et où il y avait déjà un terrain multisport et un terrain de tennis. Et donc, il voulait installer
en plus, donc un pump track, un city stade, des jeux d'enfants, un jeu de boules, des tables de ping-pong, des tables de pique-nique et des sanitaires. Voilà, et donc c'est une commune qui voulait le faire tout ça en régie. Ils avaient déjà des devis de tous les équipements sportifs, mais ils se sont retrouvés un peu démunis dans l'organisation de l'espace et l'implantation des équipements. Ils voyaient bien, donc ils ont fait appel à nous. Donc Saint-Marcel de Carréré, entre Alès et Bagnoles, je ne sais pas si vous connaissez, 875 habitants au nord-est du département. Oh, alors là. Au nord-est du département. Et donc les équipements sportifs se situent tout près à moins de 500 mètres de la mairie et où l'on voit dans les quartiers résidentiels et en même temps en périphérie agricole, quoi. Alors, il y a un peu de latence. Il faut qu'elle le dirige. Voilà. Pardon. Alors le site à aménager était entouré par d'un côté la cave coopérative. Ce diagnostic il est indispensable pour un aménagement paysager. On est obligé de faire vraiment un diagnostic du site pour comprendre les lieux et pour pouvoir mieux en tirer parti et mieux ancrer, si vous voulez, les équipements de façon à ce qu'ils ne flottent pas trop comme ce qui avait été dit précédemment. Et donc on a la cave coopérative d'un côté, des maisons individuelles d'un autre, un grand domaine au sud et quelques champs cultivés à l'est. Ambiance très rurale de ce site. Et il fallait aménager sur 1,5 hectare à peu près, où il y avait déjà donc des équipements et notamment même une ancienne terre agricole coupée en deux. Vous voyez à gauche par exemple, c'est un champ en fait où ils voulaient faire le pump track là. Et ce grand carré rectangle un peu foncé, c'est une halle photovoltaïque qu'ils avaient implantée. Bon, pour les revenus de l'électricité, mais sans trop d'usage pour le moment, quoi. Et voilà. Et en fait, on se rend compte que le site était se constituait de 3 plateformes, une plateforme supérieure, une plateforme intermédiaire et une plateforme inférieure. Et que les 3 plateformes ne communiquaient absolument pas entre elles. Il y avait la salle polyvalente au centre, avec le son parking, qui ne dialoguait pas du tout avec les équipements sportifs qui étaient en bas. Donc il y avait ce point à prendre en compte également. Ensuite, il y avait l'entrée. Alors ça passe là, mais pas là-bas. Oui, parce que c'est pas le même, c'est là. Il faut compter aussi la télé. D'accord. Ok. Alors l'entrée, vous voyez, bon, on est là sur la route de Bagnoles. C'est l'entrée principale, donc qui mène à la salle polyvalente. Et on y trouvait juste 2 pins et des plantations arbustives bien trop taillées, qui étaient devenues austères par ces tailles répétitives. Et puis on avait dès l'entrée ces bacs de tri. Très visible, facile d'accès, mais qui constituait quand même une nuisance visuelle dès l'entrée. Alors, voilà.
L'accès sud, là je vous ai montré l'accès ouest. L'accès sud est donné sur le hangar municipal, donc pas très attrayant non plus, avec plein de dépôts autour, qui venaient contrarier assez fortement l'ambiance de loisirs et de détente que l'on voulait sur le site. Et enfin, l'accès est, qui n'était pas du tout voilà. L'accès est, vous voyez, où il y a l'ancien terrain de tennis et le terrain multisport, pas du tout valorisé non plus, avec des barrières métalliques, des blocs de pierre anti-stationnement, sans aucune qualité esthétique, qui avaient été disposés mais que dans un souci utilitaire, mais pas dans un souci d'intégration. Et en plus, on avait du ravinement, des eaux pluviales qui formaient des sillons sur le chemin qui borde le cours de tennis. Et la plateforme supérieure, elle s'étend sur 4000 m². Vous voyez le champ là en premier plan. Et c'était une grande surface enherbée, ouverte aux 4 vents en fait, hein, et qui surplombe l'ensemble du site, mais qui n'avait aucun usage. Aucun usage, ni sous la halle, ni rien, et avec une ambiance très monotone, enfin personne n'y allait quoi. Voilà, le hangar, voilà le hangar, la halle, qui pourrait accueillir des animations, mais qui c'était pas encore le cas. Et c'est une grande halle puisqu'elle fait quand même 700 m². Voilà. Ensuite, on avait donc cette plateforme supérieure qui surplombe les abords de la salle polyvalente par des talus d'une hauteur qui peuvent s'élever jusqu'à 2 mètres. Et qui était difficilement accessible parce qu'il n'y avait aucun aménagement. Le chemin principal, parce qu'il y avait quand même un chemin principal qui traversait le site pour desservir la salle polyvalente, il n'y avait que ça, hein, voilà, qui était traité en bicouche au nord et en terre compactée au sud. Il y avait le parking qui est un espace au revêtement très vieillissant, sans aucun ombrage. Vous voyez comment, c'est la photo du bas, comment il est aménagé. Après ça, on avait à l'est de la salle polyvalente quelques mûriers platanes qui offraient un peu d'ombre l'été, mais excessivement taillés également, très contraints et qui n'avaient pas de jolies silhouettes parce que beaucoup de gens pensent qu'un mûrier platane a besoin d'être taillé, ce qui est faux. Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup ont cette forme en plateau là, alors qu'ils sont tellement plus beaux quand ils sont en porcelaine. Et à côté de ces mûriers platanes, un petit espace arboré agréable qui invitait au repos et à la détente. C'était l'endroit le plus mignon, le plus joli, le plus accueillant du site, mais il n'y avait aucun banc. Voilà. Et à proximité du hangar, on avait ce dépôt de matériel qui était en relation visuelle directe avec la salle polyvalente et cet endroit agréable. Et on voit que les usagers, en fait, ils empruntent le talus directement pour aller au terrain de tennis. Et ça crée des zones de ravinement qui abîmaient le talus parce qu'il n'y avait pas de liaison en fait entre la salle polyvalente et les terrains de tennis. Et voilà ce que l'on voit donc sur le talus. Un talus de plus d'1,90 m de haut, plus ou moins planté, qui surplombe les équipements sportifs, mais complètement, je veux dire, piétiné
par les passages spontanés. Voilà. Et enfin, la plateforme inférieure avec son terrain multisport qui était vieillissant et où la commune souhaitait disposer le City-Stade. De toute façon, il était pratiquement plus pratiqué. Et le court de tennis qui était utilisé mais qui avait besoin d'être restauré. Et puis à ses abords, donc ces blocs de rochers qui avaient juste été posés pour empêcher le stationnement, mais du coup avec des espaces qui n'avaient aucune fonction au-delà, quoi. Voilà. Donc à partir de ce constat, la commune souhaitait créer un site fonctionnel, bien organisé, avait créé une ambiance végétale, ça l'avait beaucoup insisté, favoriser le confort et respecter le caractère des lieux. Et en fait, les principes d'aménagement qui ont été proposés, c'était 3 plateformes aux usages différents. Donc la plateforme supérieure avec... j'ai pas un stylo avec... non, il n'y en a pas. Si, il y en a un, mais ça marche pas, ça, sur la télé. Celui que... Vous voyez de toute façon, hein. Donc la plateforme supérieure avec, qui est dédiée aux loisirs et aux jeux, donc le pump track, l'aire de jeu d'enfants et le terrain de boules, qui est ce rectangle clair que l'on voit à l'est de la halle. Hein, ça marche? Ça marche pas sur la télé. Ah oui, ça marche sur le mur. Non, ça marche sur le mur, mais pas sur la télé. Avec le curseur? Non, c'est pas moi qui l'ai. Non, tu l'as pas. C'est pas grave. Donc le terrain de boule qui est à l'est. Il y avait la plateforme, donc la plateforme centrale qui est dédiée plutôt au repos et à la détente, avec les tables de pique-nique sur la pelouse du foyer et des sanitaires non loin du hangar municipal. Et enfin, la plateforme inférieure qui était dédiée aux activités sportives avec le City-Stade, 2 paniers de basket et sur le terrain multisport existant et avec le terrain de tennis. Et le hangar, lui, est isolé visuellement de l'ensemble par des haies végétales et les dépôts de matériaux également, qui ne seraient plus perçus depuis le site. Voilà, donc sur le fonctionnement, on a aussi des cheminements qui relient les espaces, puisqu'ils ne communiquaient pas du tout. Donc en complément de l'allée principale que vous voyez qui dessert le parking, la salle polyvalente et l'atelier municipal, il a été proposé de créer des chemins de promenade plus étroits, de 2 mètres de large à peu près, qui parcourraient l'ensemble du site en desservant tous les équipements. Et ils seraient traités en terre compactée, uniquement, pas du tout imperméabilisés, et ça permettait de canaliser, si vous voulez, les usagers et donc de limiter le piétinement sur les zones enherbées. Même sur les parties dénivelées comme ça? Même sur les parties dénivelées. En fait, vous voyez, il y a 2 passages à travers entre les terrains de tennis là, et la salle polyvalente. Il y a 2 passages avec des petits escaliers et on a densifié la haie de façon à ce qu'elle soit plus traversée avec les arbres, voilà. Donc, sur la plateforme supérieure, il y a un chemin également qui descend en padane sur le chemin principal, si vous voulez, et puis une rampe PMR un peu plus longue qui rend l'accessibilité à tous. Voilà. Alors
Les équipements, le pump track, lui, il se développerait sur une surface de 600 mètres carrés qui a été placé donc à l'ouest. C'est sur le secteur le plus haut. Et ce qu'il a été conseillé de faire, ça je sais, ils avaient l'air d'adhérer, mais je ne sais pas si... C'était plutôt de le faire en creux qu'en bosse. C'est-à-dire de façon à ce que, déjà il était sur une plateforme au-dessus, et au niveau des yeux, de ne pas avoir des bosses encore plus hautes, et donc de creuser plutôt les bosses à l'intérieur, plutôt que... Voilà. Il a été proposé ça, et après le modelage de la piste, c'était de reconstituer le couvert enherbé entre les cheminements, de façon à ce qu'on n'ait pas quelque chose, je veux dire, bitumé de partout, ou même du bitume et de la terre. Et ça, ce travail il a été fait en début 2024, mais si j'avais su, moi, à l'époque je n'ai pas osé proposer des arbres à l'intérieur du pump track, parce que c'est vrai, ça a été montré tout à l'heure, c'est vraiment un équipement qui est laid, quoi. Mais qui plaît beaucoup et il faut en tenir compte. Et donc je n'ai pas osé proposer des arbres pour ombrager, pour agrémenter, pour l'intégrer et tout ça, mais parce que j'avais peur qu'il y ait des questions de sécurité, mais en fait oui, on peut. Et j'en ai vu un dans le sud-ouest, tout arboré, et franchement l'impact n'est pas du tout le même, donc ça serait maintenant, j'aurais proposé des arbres au sein du pump track. Il y a l'aire de jeu d'enfants qui s'étend sur 250 mètres carrés là à côté. J'ai proposé une aire de jeu un peu comme dans les nouvelles cours d'école Oasis, avec des jeux en bois faits plutôt par des artisans locaux et pas choisis sur catalogue, posés sur un sol en copeaux. Et planter des arbres vraiment au sein des équipements, parce que très souvent on voit des aires de jeu, et c'est en plein soleil. Et s'il y a des arbres, ça va être autour, mais très souvent les jeux ils sont en plein soleil, et je pense que l'été ils ne sont pas utilisables. Donc vraiment mettre les jeux presque sous un petit bosquet, quoi, pour mieux pour que ce soit plus facilement utilisé. Et puis, oui, parmi les jeux, ça pouvait être des choses simples comme des rochers, des rondins de bois, des troncs d'arbres, voilà, comme ce qu'on voit un peu dans les nouvelles cours d'école. Le terrain de boule, lui, il était placé donc à droite de la halle, et les tables de pique-nique sont en contrebas, au pied des arbres, là où il y avait l'endroit assez sympa. Le City-Stade, lui, il est en partie sur l'ancien terrain multisport, et, en se servant de la dalle existante, donc ça permettait de réduire un peu les coûts. Et la surface restante étant équipée de 2 paniers de basket, c'est la partie que vous voyez à gauche. Et bien sûr avec le terrain de tennis qui est complètement restauré. Alors le végétal, en fait c'est le végétal qui joue le rôle principal, qui est essentiel donc partout pour valoriser un lieu, pour favoriser la qualité paysagère, pour créer des ambiances accueillantes et reposantes, pour constituer des îlots de fraîcheur et d'accueil de la biodiversité. Donc ce végétal, maintenant, on le sait, joue tous ses rôles et est un outil, un moyen d'aménager qui est très facile en fait. Et donc la végétation compose ainsi l'espace et participe au bien-être des visiteurs. Les arbres, plantés un peu partout, apportent de l'ombre en été, et les arbustes des couleurs, des senteurs au printemps et en automne. Voilà, et bien sûr, plutôt opter pour des essences locales, et comme c'est un espace public, plutôt non toxique et non invasive. Voilà, donc avec une petite palette végétale qui accompagne ces recommandations. Le mobilier, alors dans un espace public
il faut planter, il faut poser du mobilier. Et l'exemple qui a été présenté juste avant, on était tout à fait sur la même longueur d'onde. Beaucoup de bancs, parce que c'est ça qui permet aux gens de se rencontrer, de se poser, de causer et de rester plus longtemps. Faut vraiment pas hésiter sur les bancs. Et vous avez regroupé les tables de pique-nique, et souvent moi je propose de regrouper les bancs pour que les gens se parlent, sinon ils sont chacun dans leur coin. Hein. Voilà, donc le long des chemins, partout, quoi. Hein. Faut vraiment pas lésiner sur le banc. Et pareil, les bancs qui pourraient être, comme les jeux d'enfants, être réalisés par un artisan local plutôt que d'être choisis sur catalogue. Voire par les services municipaux. Voire par les services municipaux, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, ils voulaient quasiment tout faire en régie. Hein. Ensuite, le stationnement, vous avez vu le parking que c'était. Donc, c'était de planter des arbres au moins sur la plate-bande centrale pour ombrager. Et voilà. Et ensuite, arrêter de tailler les mûriers platanes comme des sauvages. Voilà. Et le picouche du parking qui était très abîmé serait remplacé par un revêtement perméable, genre gravillon, pavage drainant ou stabilisé, pour réduire aussi l'effet d'îlot de chaleur. Et pour finir la gestion des eaux pluviales, il restait que quelques petites surfaces imperméables aux abords de la salle polyvalente et sur certains terrains de sport, mais quand même sur une grande partie du site, le sol était enherbé ou recouvert de plantations, ce qui permettait l'infiltration directe des eaux de pluie. Et en matière d'écoulement, il n'y avait que le chemin qui longe les terrains de sport en partie basse qui présentaient des problèmes de ravinement que j'ai évoqués dans l'état des lieux. Et donc il a été proposé de créer un petit fossé le long du talus qui est nord-sud là, qui longe les équipements sportifs, en pied de talus, de créer un petit fossé comme une mini-noue si vous voulez, où l'eau s'écoulerait et serait canalisée jusqu'à la route, de façon à ce qu'on n'ait plus ces ravinements-là. Alors, ce ne sont que des conseils, vous savez que les CAUE ne fait pas de maîtrise d'œuvre, et après ils adaptent ces conseils comme ils peuvent, avec leurs moyens, voilà. Et voilà ce que ça pouvait, vous avez vu le talus, donc planter des arbres, garnir les talus, ça évite aux usagers de l'emprunter, le talus, et de le traverser dans tous les sens. Donc avec ces chemins, là on voit on aperçoit la rampe BMR et le padane, plus des escaliers un peu à divers endroits pour vraiment relier les trois plateformes. Ça c'est le terrain de boule avec pareil une haie qui dissimule les dépôts et en partie le hangar municipal, plus des arbres, plus des bancs à droite, et j'ai pas dit que la halle allait servir à des manifestations, à des brocantes, à des... voilà. Le pump track, qui est difficile à dessiner, je l'ai pas bien fait, mais voilà, et où il manquerait des arbres, et une haie aussi pour délimiter le champ qui était voilà, et avec le terrain l'aire de jeu arborée, au fond là, devant la halle. Voilà, donc vous voyez l'escalier, c'est un escalier qui rejoint le terrain de boule de la plateforme supérieure au grand chemin de la plateforme intermédiaire, et qui amène, alors ça c'est les sanitaires, et puis le chemin bien canalisé avec des escaliers qui descendent sur la plateforme intérieure, et un arbre, et j'ai pas mis les bancs, j'aurais dû. Voilà, et en bas, cet espace qui était complètement inutilisé, où personne n'allait,
Donc il y a le City Stade avec des arbres plantés autour et l'aire de pique-nique pour les parents qui accompagnent les enfants qui vont au City Stade, pour les anniversaires comme vous avez dit tout à l'heure. Voilà, c'est voilà, donc pour ça. Après, quelques images de référence. Je n'ai pas trouvé d'image de référence avec des pommes plantées, mais j'étais en voiture, on roulait trop vite, j'ai pas pu prendre la photo de celui que j'ai vu, mais vous en avez un à Vergès qui vient d'être inauguré. Avec des arbres. Ah ben super. À Vergès, dans le bois là. Contre l'autoroute. Oui, d'accord. Eh ben, très joli. J'irai. Merci. Merci. Donc bon, c'était des références, mais ce que je voulais, c'était au moins de la pelouse dans les interstices, si vous voulez. Hein. Voilà des city-stades entourés d'arbres, pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce ne soit pas des objets flottants, quoi. Et c'est beaucoup plus agréable quand même. Hein. Bon, des arbres, voilà. Et puis des tables de pique-nique et de ping-pong, pareil sur des pelouses. On n'est pas obligé d'imperméabiliser au pied de ces petits équipements. Ensuite, ben voilà le type de jeu d'enfant hein, voilà, ça c'est très simple à faire. Hein. Les employés municipaux peuvent tout à fait les réaliser eux-mêmes. Pour les tout petits, ça c'est vraiment très chouette, je trouve. Voilà. Et pour les plus grands, ça peut être des cabanes, ça peut être des... Voilà. Et vous voyez que ce sont des aires de jeu qui sont arborées, quoi. Les enfants jouent à l'ombre, ils ne sont pas en plein soleil comme on le voit les 3/4 du temps. Et le terrain de boules, voilà, avec des bordures en bois, le parking plus arboré, bon, des arbustes pour les haies et les couvertures de talus, et après une estimation prévisionnelle qui revenait à quand même 450 000 € avec les équipements. Hein. Les équipements, la commune avait déjà les devis, puisqu'elle les avait... En fait, elle avait tous les devis de tous les équipements, mais elle s'est retrouvée sans savoir comment les organiser et les disposer. Et ils étaient très pressés de le faire, et en fait, les plantations se font à l'automne, là. Donc, je pense qu'au courant 2025, le site sera aménagé. En fait, ils allaient planter avant de poser les équipements. Voilà. Et pour finir, ben, je viens de terminer un travail sur Méjeanne Leclerc, qui est un immense site sportif que vous devez connaître, hein, qui s'étend sur plus de 35 hectares, où le conseil départemental lance un appel d'offres de réaménagement d'équipements sportifs, de suppression de certains, de création de nouveaux, de modernisation, de revitalisation, d'aménagement du site qui commençait un peu à vieillir. C'est un centre d'entraînement olympique. Hein. Et donc qui nous ont demandé de réaliser une sorte de programme paysager pour accompagner tous ces équipements sportifs qui allaient être réalisés. Et là, c'est à une autre échelle puisque c'est sur 35 hectares. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est une remarque plutôt. On a installé un city-stade dans un lieu qui est très arboré. Et le prestataire, en fait, nous a conseillé, à juste titre, de mettre une structure foncée, en nous disant plus vous allez mettre une structure foncée, plus ça va se fondre dans le paysage. C'est vrai. Et plus vous allez, en fait, voir les arbres. Donc on n'a pas une structure en bois, etc. C'est une structure métallique assez fine, du coup, qui est foncée. Et voilà, on voit bien les arbres autour. On a tendance à vouloir mettre de la couleur parce qu'on dit que c'est un lieu ludique. Mais la couleur, ça se voit. Et on est un peu surpris de la proposition et au final, on ne regrette pas. Mais oui, je comprends. Vous êtes de quelle commune? Mus. Ok, je comprends. Ouais. Et il ne faut surtout pas vert,
Le vert, c'est la dernière couleur qui s'intègre dans le paysage. Le vert ne recopie jamais le vert naturel. C'est du faux vert. C'est du faux vert, ouais. D'autres remarques? En fait, le végétal fait du lien entre les équipements et il n'y a pas mieux, quoi, je veux dire, pour intégrer les équipements sportifs qui, sans rien, seraient vraiment rudes, quoi. Hein. C'est ce que... Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va s'arrêter là. Il n'y a pas de questions. Ah, il y a ça qui est des questions du chat peut-être, non? Questions? Okay. Bon, et ben, merci à vous trois, c'était super intéressant. On aura les diapos qui seront accessibles qu'on vous transmettra avec la vidéo de la conférence. Donc vous aurez toutes les infos à disposition. Voilà. Merci beaucoup. Merci.